la performance retail et la façon de la piloter, au final, était dépendante de deux grands sujets. Le premier, la culture d'entreprise, et le deuxième, le business model finalement de l'entreprise. Là où elle a envie de se projeter, quelle est sa vision et comment elle peut mettre cette culture de la performance retail au service de l'efficacité collective. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'écouter la 32e édition des Rencontres Retail. C'est aussi le deuxième podcast RMS. Je suis Valérie Talpier, fondatrice du cabinet RMS. Nous sommes le 5 février 2020 et notre sujet pour ces premières rencontres retail de l'année, c'est le management de la performance et les cultures d'entreprise. Nous sommes en compagnie de Romain Guigné, PDG de la marque The Couples, qui nous accueille ce soir dans le fabuleux hôtel particulier de la marque. Et également d'Axel Petre, directrice associée du cabinet RMS. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques explications sur RMS et sur les rencontres retail. RMS, Retail Management Service, notre raison d'être, c'est la valorisation des métiers du retail. Ainsi, nous avons deux activités. RMS Consulting, qui accompagne les changements retail avec la formation, et RMS Talent, qui recrute les talents des maisons de mode, luxe et beauté avec une practice retail. Au sujet des rencontres retail, l'idée depuis plus de 11 ans, c'est de faire se rencontrer les décideurs du retail pour faire avancer les réflexions sur le métier. Maintenant, c'est le moment de parler de notre sujet du jour. Donc ce soir, nous avons choisi de traiter aux rencontres retail du management de la performance retail et des cultures d'entreprise. Il me semble que c'est une question qui est très importante aujourd'hui pour tous les décideurs du retail, de la mode, du luxe, de la beauté, de tous les secteurs. C'est un vrai sujet, même pour ceux qui sont encore en croissance. Ils s'interrogent sur le management de leur performance. Et ce qui nous a alertés, c'est que l'année dernière, au moment de notre baromètre social retail, une nouvelle tendance est apparue, en tout cas un nouveau levier de démotivation des équipes qui est lié au management de la performance. C'est pour ça que nous avons choisi de parler de ça ce soir. Pour en parler, aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Guigné, qui est le nouveau PDG de The Couples. Alors Romain, avec ses expériences dans des maisons qui ont des cultures à la fois très fortes et à la fois très variées, en citant que Vuitton, L'Oréal, Célio et maintenant The Couples, eh bien Romain, tu as la parole pour nous parler du management de la performance. Bonjour Valérie, bonjour Axel et bonjour à tous les auditeurs de ce podcast. Merci de me convier à ces rencontres. Je pense qu'effectivement c'est un sujet d'actualité assez fort. Or, petit délit d'imposture, moi je ne suis pas certain d'être la personne la plus pertinente pour évoquer ce sujet. D'ailleurs, à l'origine, je ne suis pas un vrai retailer. Je suis toujours très admiratif de ceux qui ont démarré leur parcours dans le métier du magasin. J'y suis arrivé un peu plus tard. À l'origine, j'étais plutôt marketeur et wholesaler chez L'Oréal. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance en Argentine, il y a déjà quelques décennies, de commencer à tester ce monde du retail pour L'Oréal qui voulait aller à la rencontre de ses clients et plus être uniquement dans une aventure B2B. Et c'est ce qui m'a donné l'envie, quand je suis rentré en France ensuite, de me jeter vraiment dans ce métier du retail avec plusieurs entreprises assez différentes où j'ai ressenti que la performance retail et la façon de la piloter au final, était dépendante de deux grands sujets. Le premier, la culture d'entreprise, on va en parler. Je vais essayer de partager avec vous un certain nombre de retours d'expérience. Et le deuxième, le business model finalement de l'entreprise. Là où elle a envie de se projeter, quelle est sa vision et comment elle peut mettre cette culture de la performance retail au service de
l'efficacité collective. Et ce que j'ai envie de dire en prérequis, c'est que quelle que soit la culture, quelle que soit l'entreprise, il y a quand même un certain nombre de grands fondamentaux si on veut qu'un retail performe. Alors on ne va pas le dire très fort aux retailers parce que souvent ils ne veulent pas l'entendre, ceux qui incarnent le métier du magasin. Mais c'est vrai que c'est un écosystème de performance où si on n'a pas déjà le trio gagnant d'une marque qui est désirable, d'une offre qui est pertinente et d'une expérience client qui est qualitative, qui est inspirante, eh bien, il va falloir se battre beaucoup plus au niveau du magasin, quelle que soit son organisation, pour délivrer cette performance. Et c'est vrai qu'on a tous des exemples en tête de marques qui étaient des grandes référentes peut-être sur la façon d'organiser, de processer la performance du retail et qui ont malgré tout périclité ces dernières années parce que la marque n'était plus au rendez-vous, que la justesse du positionnement de l'offre n'était pas là ou parce que simplement l'expérience avait été totalement noyée sous des process. J'ai un exemple très clair, hein, c'est une marque comme Gap. À l'époque où j'ai commencé chez Célio, Gap était la grande référence, d'ailleurs qu'on regardait également, parce qu'ils avaient une capacité à organiser leur retail avec d'ailleurs une bible assez exhaustive, depuis les checklists d'ouverture, de fermeture, le brief du matin, les points de contact entre le manager et les vendeurs toutes les heures pour regarder où ils en étaient sur la performance. C'était une belle machine de guerre et pourtant on a vu où ça les avait menés parce que le sens n'était pas là, parce que la vision n'était peut-être pas la bonne et qu'au final la performance de l'offre avait étiolé la performance globale du retail. Donc ça c'est un point important en préambule. Et le deuxième point de préambule qui me semble important de rappeler, c'est que la performance du retail, ce n'est pas une performance isolée, ce n'est pas le retail contre finalement le reste de l'entreprise. Cette performance, elle va être totalement exacerbée quand on est dans des modes opératoires et même portée à un niveau de comité de direction où la passion du magasin, le sens du terrain, la capacité à travailler ensemble est au rendez-vous. J'ai beaucoup appris il y a quelque temps déjà quand... et c'était chez Célio d'ailleurs, je me suis rendu compte que la meilleure façon déjà d'organiser la performance du retail, c'était, et c'était un peu nouveau d'ailleurs à l'époque dans cette entreprise, d'avoir des rituels où on se mettait autour d'une table pour co-construire le plan d'animation commerciale avec à l'époque la direction des achats, bien sûr, avec un contrôle de gestion qui était très performant dans cette entreprise et pouvoir, moi étant dans les responsabilités de patron du réseau, bâtir le plan d'animation de saison avec bien sûr de la data, mais également de la créativité, un sentiment des grands enjeux, une capacité à mailler ça avec le plan des collections et au final une co-construction qui était plutôt vertueuse. Donc ça je pense c'est un point essentiel et aujourd'hui je pense que quand on n'a pas cette unité de vision et cette envie au final d'être au service du client final dans le retail, par le comité de direction, c'est difficile. Et puis le dernier point qui à nouveau est un acte fondateur, c'est que on peut mettre en place beaucoup de choses, beaucoup de process quand on est face à des problématiques d'instabilité des équipes, et vous parliez d'un certain désamour en ce moment, quand on est face à des turnovers qui ne sont pas régulés, eh bien, il y a un défaut de performance qui est évident. On l'a d'ailleurs vu chez The Couples récemment, on regardait sur le dernier semestre le lien direct entre les taux de croissance qu'on a eu sur les différentes régions et les niveaux de turnover qu'on avait. Il y a une corrélation qui est immédiate. Et moi, je suis convaincu qu'une entreprise qui réussit à investir sur la marque employeur, sur ses process de recrutement, sur une capacité à donner du sens, aller ensuite bâtir, même de façon agile, les bons levées de formation. C'est une entreprise qui va se donner les moyens de fidéliser ses équipes et que derrière, la performance commerciale va être immédiatement plus facile à créer. Donc se pose, et je l'ai vécu à des leviers différents, cette problématique très forte de se dire voilà, comment on structure nos écoles de formation dans nos entreprises, avec des moyens qui peuvent être différents, quel parcours de développement retail on peut organiser. Un des éléments très structurants sur lequel j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler quand j'étais chez Vuitton, avec l'équipe RH, avait été de mettre en place un vrai parcours de développement retail, un Retail Career Path, où on s'était posé la question de se dire, voilà, sur une vision à 3-4 ans, donc on n'était pas sur des échéances courtes, quel plan de développement peut-on apporter aux équipes avec une double filière de développement,
L'une qui était managériale, avec des vendeurs qui avaient comme objectif de devenir un jour peut-être patron du réseau, patron d'un pays, en passant par des étapes de responsable d'équipe, de responsable adjoint, de responsable de magasin, de pilotage de flagship. Et puis en assumant aussi qu'il y avait une filière d'expertise qui était aussi noble, qui donnait lieu d'ailleurs quelquefois à des rémunérations encore plus substantielles et qui permettait de développer un vrai savoir-faire autour des métiers, soit des métiers produits, soit sur des politiques de service, et jusqu'à des private shoppers qui étaient des personnalités incroyables qui sortaient du cadre et qui nous apportaient beaucoup. Donc voilà, très important pour moi ce sujet de se donner les moyens de fidéliser les équipes de vente et d'attaquer à la racine cette problématique de turnover qui n'est pas une fatalité. On a tous en tête des moyennes à 30, 40, quelquefois 50% et plus de turnover. Si on prend ça comme une donnée d'entrée qui n'est pas finalement attaquable, je pense qu'on perd la première occasion de se doter d'un retail performant. Alors ensuite, moi j'avais plutôt envie de partager avec vous plus des anecdotes et des retours d'expérience sur la façon dont le management de la performance retail évoluait ou a évolué dans les entreprises que j'ai pu finalement vivre avec ce lien avec la culture et ce lien aussi avec la problématique business, avec les enjeux de vision et c'est souvent des sujets qui sont extrêmement maillés. Alors, je vais le faire de façon chronologique et peut-être pas en les passant toutes en revue, mais c'est vrai que moi, ma première expérience de retail qui a été 4 années passionnantes, c'était chez Célio, entreprise où les valeurs qui étaient vraiment vécues en interne, c'est de dire on doit être simple, on doit être réactif, on doit être agile, on doit être à l'écoute, et au final, ça se passe au contact du client. Et ce n'étaient pas des mots vains qui auraient été affichés sur un mur, c'est vraiment ce que les équipes vivaient au quotidien, parce que c'était l'esprit des 2 frères fondateurs, en permanence dans le souci du détail dans le magasin, avec un souci d'une réactivité business extrêmement forte. Et moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. À l'époque, ça devait être 400 magasins. La capacité de cette machine d'être légère, d'être agile, de réagir extrêmement vite face à l'adversité, face à une performance qui pouvait être ou ne pas être au rendez-vous. Alors, c'était finalement relativement processé dans les rituels, mais c'était quelque chose qui était vécu et qui était challengé au niveau des magasins. Et ça faisait qu'on était à une époque où il n'y avait pas les outils modernes. Je vous parle d'il y a une vingtaine d'années, donc on était peu digitalisé, mais une capacité à aller sortir un diagnostic d'une performance sur l'ensemble du réseau, comprendre finalement les best practices qui faisaient que d'un magasin à l'autre la performance était différente et réagir pour réimplanter différemment des magasins en moins de 48 heures. Et ça, c'était une force extrêmement importante de cette entreprise. Et c'est vrai que c'était facilité par le fait que j'avais autour de moi essentiellement des autodidactes, mais des autodidactes passionnés, qui étaient malins, qui avaient ce goût de la réactivité et du business court terme. À l'excès, quelquefois, parce qu'il y a plein d'éléments qu'il faut contrôler dans ce contexte-là. Et si on parle KPI, c'est une entreprise où, un des points, si je dois en retenir un, qui était assez intéressant pour des gros réseaux, c'est qu'il y avait une vraie agilité pour être capable de se benchmarker en interne. On avait fait un travail assez fin pour clusteriser les magasins, au-delà d'un regroupement simplement par taille ou par géographie, d'identifier des clusters de magasins comparables par leur localisation, le type de clientèle, d'environnement concurrentiel qu'ils pouvaient avoir, et d'avoir des leviers d'amélioration très simples, très immédiats de la performance, simplement en regardant dans le groupe de magasins homogènes quels étaient les leviers d'accélération que n'avaient pas les autres magasins. Un exemple très simple, le hit parade modèle qui sortait toutes les semaines, qui permet de voir quand on était directeur de magasin, dans le top 30 des best-sellers du magasin, quels étaient ceux qui étaient spécifiques et surtout quels étaient ceux qui allaient tirer la performance de l'ensemble du cluster et sur lesquels le magasin n'avait pas joué sa carte. Et derrière, chaque semaine, on pouvait voir au niveau des magasins quels étaient les 3, 4, 5 modèles qui simplement n'étaient pas à leur force donnée et sur lesquels on pouvait réagir en termes de selling techniques ou en termes de visual merchandising. Donc culture très agile, avec quelquefois trop la préoccupation du business court terme au détriment de la construction du moyen terme, mais une culture en tout cas de l'efficacité du retail qui était extrêmement smart.
Je voulais vous dire un mot de Vuitton, bien sûr, parce que c'était un vrai choc. D'abord parce que quand je suis arrivé chez Vuitton pour piloter la France, il a fallu réinventer les échelles de grandeur, même sur les KPIs. Du jour au lendemain, s'habituer à ce que le réseau sorte des chiffres d'affaires au mètre carré qui sont au-delà de 60 000 euros, certains magasins au-delà de 200 000, on rajoute un zéro à tout. Donc l'équation économique n'est pas la même et donne une place à une qualité, une quantité de ressources qui sont exceptionnelles. Mais ça, c'est peut-être pas le plus marquant. C'est surtout que c'est une entreprise où l'agilité n'est plus de mise, où le sens du temps long, de l'endurance, de l'exigence incroyable dans l'exécution prend le pas. Et du coup, le pilotage de la performance également se met sur des cycles de durée qui sont beaucoup plus longs, où les aléas d'un business du jour à l'autre n'est pas forcément ce qui compte, où la culture de la performance et le chiffre d'affaires uniquement n'est pas ce qui compte, et où eh bien, l'orientation, la focalisation des équipes et du coup du management qui l'entoure se fait sur d'autres critères. Je pourrais en citer quelques-uns. C'est avant tout la capacité d'une équipe, d'un magasin, d'un réseau à développer la clientèle locale. Parce qu'il est très facile dans un business model comme celui-là d'aller ouvrir les vannes sur du marché parallèle avec une clientèle internationale facile à trouver. Et ça veut dire que même dans le pilotage des KPIs, il va y avoir des KPIs que tout le monde va connaître dans le management d'un réseau normal, comme la capacité à aller développer l'indice de vente, donc le nombre d'unités par ticket. C'est plutôt une source de préoccupation chez Vuitton quand on voyait que l'indice de vente d'un magasin progressait de façon inhabituelle. Parce que c'était un des signaux qui montrait qu'il y avait peut-être un business malsain qui était en train de se construire. Les priorités, ce n'était pas forcément à cette époque-là sur le nombre de pièces vendues en petite maroquinerie ou sur les toiles classiques comme le monogramme. Parce qu'à l'époque, l'enjeu de la marque, et c'est là qu'on reboucle sur la façon d'animer les équipes et la stratégie d'entreprise, était de monter en gamme, de développer les matières nobles, les cuirs exotiques, les nouveaux métiers. Et donc dans l'animation au quotidien des équipes, ça se faisait plutôt sur la capacité de tel ou tel magasin, de tel ou tel vendeur à aller vendre des pièces d'exception. Le clienteling, tout le travail qualifié sur la connaissance des très grands clients, sur la capacité à suivre même dans leurs déplacements internationaux des grands clients, est un élément de focalisation très fort. Et c'est vrai que Louis Vuitton, et je parle de ça il y a une douzaine d'années, une quinzaine d'années déjà, était déjà très à la pointe pour commencer à travailler cette connaissance client, à piloter la data, à investir sur les systèmes pour justement préparer cette performance de demain. Donc voilà, plein d'éléments qui font que d'une entreprise à l'autre, on se retrouve dans des éléments de culture qui ne sont pas les mêmes. La marge, par exemple, n'était pas un débat. Alors que pour beaucoup de retailers aujourd'hui, la performance se monitore bien sûr sur le chiffre d'affaires, mais aussi sur une rentabilité qui passe par le pilotage des marges, et je vous en parlerai chez Decouples. Chez Vuitton, les données d'entrée sont simples. Quand vous êtes un retailer et vous animez un pays ou un réseau, marge d'entrée qui est une marge industrielle qui est figée, pas de solde, pas de promotion, donc le débat ne se passe plus à ce niveau-là. Il va être sur le qualitatif du chiffre, sur la dynamique du long terme, sur les éléments clients et sur finalement le côté immatériel de l'expérience de vente qui peut se traduire par exemple par la qualité à faire venir les plus beaux clients, une clientèle très inspirante sur les événements qui ont lieu dans les magasins. Donc voilà, deux registres très différents et pourtant un cœur de métier qui passe par le contact client, par le retail, par la distribution d'un réseau de magasins, mais au final des cultures et des façons d'animer qui passent par des rituels, des KPIs qui sont très différents. Voilà, je pourrais vous donner d'autres exemples. Peut-être un mot sur Decouples pour ne pas être trop long, mais Decouples, finalement, j'ai trouvé un peu le meilleur des deux mondes. C'est une entreprise qui a de façon naturelle cet esprit start-up, cette agilité, une entreprise qui s'est construite à grande vitesse. J'aime rappeler que quand on aime les chiffres et la performance, ça fait rêver. Une entreprise qui a fait 3 millions d'euros la première année, 10 la deuxième, 30 la troisième, 70 la quatrième, dans lequel donc la rapidité d'exécution a fait partie depuis le début des habitudes et des gènes de ceux qui étaient là depuis le début, mais aussi qui nous ont rejoints. Et c'est ça la force de cette entreprise, c'est qu'elle a gardé cet esprit start-up, cette capacité à faire les choses, à être rapide,
agile, à développer l'esprit entrepreneur et du coup à donner des grandes marges de manœuvre à ses équipes. En soi, c'est formidable, mais quand on arrive à piloter un réseau de magasins, se pose la question qu'à mon avis tout retailer doit se poser, qui est de se dire quels sont les niveaux d'autonomie de nos équipes en magasin. Jusqu'où peuvent-ils jouer et quels sont les rituels qui doivent être finalement normés sur lesquels on n'a pas le droit à sortir des règles qui ont été établies. Et c'est typiquement les discussions sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Moi, j'ai une équipe qui m'entoure qui a beaucoup de talent, avec des personnes jeunes, parce que la force de Decouple, c'est de donner des responsabilités extrêmement importantes à des personnes qui sont presque nées chez nous, qui ont démarré chez nous. Donc voilà, moi j'ai un directeur commercial sur l'Europe qui vient d'avoir 29 ans et qui pilote les 3/4 du business d'une entreprise qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Une directrice des collections qui fait partie de la même génération et qui sont les personnes dont ce qui a compté plus que le track record est la capacité à grandir, à se projeter et à démontrer au quotidien que ce sont des fast learners et qu'ils ont effectivement beaucoup de potentiel. Et à leur côté, eh bien oui, on se pose pas mal de questions pour se dire comment aujourd'hui on passe l'étape d'après et comment on adapte justement à cette vision que nous réimpulsons pour l'entreprise de croissance vertueuse, de croissance rentable, un certain nombre de rituels. Et je ne veux pas rentrer dans le détail, mais voilà, je voulais vous donner 2 exemples très simples. Le premier, aujourd'hui, mon ambition et notre ambition avec l'équipe qui m'entoure est d'être beaucoup plus vertueux dans la capacité à faire une croissance qui est rentable et qui se fait par des ventes qui sont des ventes full price. Donc il y a un critère qui est devenu, mais finalement presque le numéro 1 dans ce que nous travaillons, c'est ce qui passe du volume de marge, avec tout ce que ça signifie sur la façon dont on granularise à un niveau bien sûr de comité de direction du réseau, mais également à un niveau clé qui est celui des directeurs régionaux et des directeurs de magasins. Donc nous suivons, comme le lait sur le feu, un KPI qui est assez passionnant, qui est celui du taux de remise moyen. Dans le jargon, c'est le TRM. Moi, c'est un indicateur que je ne suivais pas dans les entreprises précédentes, mais parce que la problématique était différente. Et qu'aujourd'hui, on doit concilier cette agilité de l'entreprise avec une rigueur extrême sur notre capacité, et c'est ce que nous faisons depuis maintenant 6 mois, à améliorer de façon très significative ce taux de remise moyen. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui, pour moi, est significatif de pas mal de sujets, d'ailleurs que d'autres retailers vivent. On sait bien qu'aujourd'hui, la dynamique du flux dans le retail physique n'est plus au rendez-vous. En tout cas, n'est pas au rendez-vous partout. Et là, j'ai découvert chez Decouple un indicateur que je trouve assez intéressant, que je ne connaissais pas, en tout cas pas formalisé comme ça, qui est celui du business gap. Le business gap, c'est le différentiel dans la performance entre le trafic, donc un flux visiteur qui va être haussier ou baissier, et la capacité à transformer ce trafic, bon ou mauvais, dans une performance en termes de chiffre d'affaires. Avec 2 leviers qu'on connaît, bien évidemment, qui sont le taux de transformation et le panier moyen. Et donc ce business gap, c'est un indicateur qui est suivi magasin par magasin, au jour le jour, par semaine, et dont nous décomposons assez régulièrement les constituants pour nous assurer que les équipes sont capables, dans les moments de trafic, de limiter la casse et dans les bons moments d'accélérer par l'expertise sur le terrain, par la lisibilité de l'offre, par la désirabilité des magasins, la performance. Donc voilà, on travaille sur des sujets comme ça, et c'est quelques exemples parmi d'autres que je voulais partager avec vous pour vous dire que certes, la performance du retail, elle est finalement structurée, organisée, et qu'on a tous finalement un tronc commun de rituels, d'indicateurs, de best practice, mais que derrière, l'élément le plus important pour moi, c'est effectivement cette capacité à mettre la culture de la performance et l'organisation de la performance en phase, en cohérence avec ce que l'entreprise a comme vision sur son business model et ce que l'entreprise incarne et a envie de transmettre aux équipes en termes de référentiel de culture. Waouh, merci. Je peux te poser quelques questions ? Je t'en prie. En fait, aujourd'hui, depuis que tu es arrivé, Decouple est en croissance. Est-ce que tu pourrais nous donner une explication des actions que tu as mises en œuvre qui ont permis de rebooster le chiffre et donc quels sont tes moyens ? Alors, on pourrait en parler très longtemps. Je pense qu'on a été plus focalisé
pour remettre la marque au milieu du village. Donc, se réancrer un certain nombre de fondamentaux et de points d'ADN de la marque qui sont extrêmement forts encore aujourd'hui. Une marque dont finalement l'identité vient de cet esprit rock, d'un rayonnement autour du couple et d'un certain nombre de fondamentaux aussi sur les produits. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour simplifier, rationaliser, redonner de la visibilité. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du travail collectif des équipes qui finalement se sont mis dans une logique d'efficacité collective qui n'était peut-être pas suffisamment organisée. Alors on a la chance d'avoir aussi un nouveau groupe, un nouvel actionnaire qui est derrière, qui nous soutient sur une vision peut-être plus long terme. L'agilité de cette entreprise, c'est également une façon de réinventer beaucoup de choses à chaque saison et de repartir d'une feuille blanche. Et je pense que nous avons aujourd'hui un ADN suffisamment fort dans cette entreprise qui n'a jamais que 11 ans. Donc c'est une réussite spectaculaire. C'est un des rares ovnis du monde du retail de la dernière décennie, mais que nous avons la chance d'avoir construit un ADN de marque qui est extrêmement puissant et qu'on peut aller piocher là-dedans plutôt que d'essayer de réinventer à chaque saison des choses nouvelles. Donc voilà, c'est de la focalisation, c'est des rituels de bon sens, c'est une capacité à remettre du fuel dans le moteur et puis de se projeter au-delà du jour le jour pour donner un petit peu plus de vision et de projection aux équipes. Et puis derrière, comme je le disais, comme il y a beaucoup d'agilité, on voit que la marque réagit très vite, très bien à ces premiers gestes de réflexe. Et c'est vrai que nous sommes repartis sur une dynamique extrêmement positive avec derrière nous désormais 5 mois de croissance qui sont des croissances assez solides et pas par l'expansion au niveau du comparable. Donc c'est très encourageant pour la suite. Bravo, bravo. Et alors, tout à l'heure, tu as parlé de turnover. Donc, tu as cité l'exemple de Célio qui n'était pas récent. Le sujet du turnover dans le retail, c'est un vrai sujet. Tu as parlé d'actions pour y remédier. Tu as parlé de solutions pour le turnover. Mais est-ce que, quand on parle de turnover, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher aussi des causes qui seraient liées au mode de management de la performance? Sans doute, je pense qu'un sujet de turnover, d'abord c'est un projet long qui s'inscrit dans la durée. Quand on a, pour moi, c'est un projet qui va nous animer, par exemple, chez The Couples, mais comme d'autres marques qui sont nos concurrents directs. On sait qu'on est dans un segment de marché où la marque attire beaucoup, mais des personnes qui ont de l'impatience, des générations jeunes. The Couples, c'est une entreprise où l'âge moyen est de 28 ans. Donc des personnes qui veulent évoluer vite, qui ont cette impatience que j'évoquais. Je pense que ça peut être le management dans un certain nombre d'entreprises. Bien évidemment, un manager inspirant qui va trouver le bon équilibre entre niveau d'exigence, capacité à donner du sens, avec l'empathie qu'il faut, et qui va être sur un management pas simplement d'imposition, mais d'inspiration ou de démonstration, ça va faire la différence. Et on le voit partout. Et c'est vrai qu'il suffit de regarder dans une organisation comme un réseau avec 10, 15, 20 responsables régionaux, la différence qui peut se passer à ISO finalement données d'entrée, que sont la marque, les collections, les outils. La part de l'humain peut faire une différence énorme. Maintenant, derrière ça, je suis convaincu que si on n'a pas le minimum, et même pour des jeunes générations qui sont capables d'être très agiles et de s'adapter, pour prendre le temps de bien recruter, donc alimenter le vivier, pour avoir un vrai programme d'intégration. Et là-dessus, on est très humble sur le chemin que l'on a parcouru. Je discutais récemment avec quelqu'un de chez nous qui est parti d'ailleurs chez COS, pour ne pas citer, qui me disait, voilà, moi chez COS, je vais prendre une direction de magasin, très bien. Il démarre par 15 jours, qui sont 15 jours où il ne va pas toucher son magasin, simplement d'intégration. Quelles sont aujourd'hui les enseignes, les marques qui sont prêtes à investir ça? Je suis certain que le retour sur investissement est au rendez-vous. C'est simplement un choix courageux qu'il faut faire et une logique d'anticipation qu'on doit petit à petit être capable de provoquer pour ne pas se retrouver dans cette urgence de dire j'ai des trous partout dans mon réseau, le premier responsable de magasin qui arrive, eh bien la formation, l'intégration, je la ferai plus tard parce que j'ai un besoin urgent. Donc c'est un travail, comme je disais, qui se fait dans la durée. Je pense que donner aussi de la visibilité à nos équipes en leur proposant
ces formations qui aujourd'hui doivent être agiles, doivent être ludiques, doivent être courtes, mais qui vont se faire sur un temps long en termes de projection, qui peuvent être qualifiantes aussi, mais c'est qu'on dit voilà, on va t'emmener dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va faire la différence. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas occulter le fait que la rémunération fait partie des enjeux. Et qu'on a tous vécu, trop souvent d'ailleurs, la perte d'un certain nombre de personnes qui pouvaient être attachées à une marque, à un environnement, mais qui allaient presque au plus offrant parce qu'ils démarraient sur des petites rémunérations et que, eh oui, 50, 100, 150 euros de plus, au moins le mois, ça fait une différence significative et ça peut les amener à changer. Donc, moi, je considère que la rémunération n'est pas l'élément de différenciation, mais qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être à un niveau de standard du marché, qu'il faut être vigilant sur la façon dont les objectifs sont fixés et sur notre capacité à ce qu'il y ait un pourcentage significatif des équipes qui puissent toucher les bonus, et qu'à nouveau, toute cette politique, elle soit mise au service d'une vision qui est une vision cohérente, pour que notre vendeur, nos responsables de magasin, ils comprennent qu'il fait partie d'un projet global, qui est un projet d'entreprise, qu'il a la place à jouer à son échelle, et que finalement, là on va l'attendre, là on va le challenger. Ce n'est pas le fait isolé d'un manager qui a une lubie quelque part, mais que ça correspond à une vision de marque où il y a à nouveau des valeurs, une direction, des référentiels qui comptent et des indicateurs qui sont peu nombreux, mais qui sont clairs et qui sont partagés. Donc voilà, je pense que c'est une somme de petites choses, mais le simple fait de se dire le turnover dans une entreprise est une problématique, c'est déjà la moitié du chemin. Parce que ça va cristalliser un certain nombre de discussions, ça va obliger à suivre ça, ça va obliger aussi à se poser la question de l'allocation de ressources. Pour toi, déjà en termes de niveau de rémunération, c'est quoi le meilleur poids de masse salariale pour un magasin ? Waouh! Il n'y a absolument aucune règle malheureusement parce que le taux d'effort sur les salaires, il va être directement dépendant, du chiffre d'affaires au mètre carré et deux, du niveau de qualité de service qu'on a envie de donner dans un magasin. Donc voilà, moi j'ai connu des business models où on était très confortable avec un ratio de frais de personnel sur chiffre d'affaires hors taxe à 8%. Et puis des cas de figure où on était très court sur ce que j'appelle les coques de base en termes de staffing magasin, avec des ratios qui étaient à plus de 25%. Mais ce qui est certain, c'est qu'en France aujourd'hui, beaucoup d'enseignes ont du mal à tenir le ratio en dessous de 20%, avec les phénomènes qu'on connaît, d'un coût qui globalement reste important sur les coûts chargés des salaires, et d'un retail en France qui a plutôt, pour beaucoup d'enseignes, dû faire face à une érosion des chiffres d'affaires au mètre carré, et dans un contexte où en plus le taux d'effort sur les loyers a plutôt progressé. Mais voilà, sans trahir de secret, dans une entreprise précédente, et notamment en Asie, moi je me souviens avoir construit un business model qui était d'une efficacité énorme à Hong Kong, avec bien sûr l'avantage d'avoir construit des chiffres d'affaires en mètre carré. Ce n'était pas une marque de luxe qui était aux alentours de 20 000 euros, ce qui pour une marque, je dirais lifestyle, est quand même assez beau. Une qualité de taux de service avec des personnes qui étaient d'une grande fidélité, qui étaient des experts, qui étaient des passionnés de la marque et qui étaient du coup au-dessus des standards du marché en termes de rémunération, mais avec zéro turnover souhaité. En tout cas subi, un petit peu de souhaité, mais du coup une maîtrise de la qualité d'expérience de vente qui était formidable, et au final un ratio qui était largement en dessous de 10%, donc c'est possible, mais à nouveau ça boucle en fonction de la performance endogène des magasins. Merci Romain de partager toutes ces convictions et toutes ces expériences qui illustrent très bien tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans un retail. J'aimerais maintenant passer au point de vue que nous avons développé chez RMS, et tous tes exemples illustrent bien ce point de vue que nous avons développé qui est d'abord qu'il faut repenser une nouvelle performance, alors on va peut-être pas parler de décroissance, mais en tout cas dans un environnement qui est aussi tendu que le nôtre et aussi changeant, on va évidemment vers une nouvelle vision de la performance en travaillant sur une organisation qui est plus mature, et non pas par la croissance, mais en travaillant sur la maturité de son organisation et en intégrant évidemment l'idée de la slow consumption.
Et tout ça, ça va nous amener à un nouveau management de la performance qui va bien entendu perturber les cultures retail d'aujourd'hui. Alors, sur le management de la performance, on sait qu'on est sur un processus circulaire qui passe d'abord à comprendre son business, évidemment avec tous les chiffres, mais passer par une manière de fixer les objectifs, comme tu l'expliquais. On a une manière de fixer les objectifs qui peuvent être valorisantes ou qui peut être déceptives, mais après de travailler sur effectivement ces plans d'action avec une belle réactivité. Donc l'agilité devient clé à ce moment-là, et puis de travailler sur l'animation de cette performance. Et c'est le sujet qui tient à cœur à RMS, cette animation, parce que en tant qu'observatoire du retail, ce que l'on voit et ce qu'on entend, c'est une vraie difficulté dans cette animation de la performance. Et c'est la manière d'animer, mais c'est aussi tous les éléments qui construisent cette performance. Et évidemment, cette performance ne pourra fonctionner que s'il y a une vision, comme tu le disais très bien, qui est partagée et qui va donner le ton et la manière de faire de tout ce processus circulaire de management de la performance. L'autre élément, tu l'as aussi cité, c'est l'agilité nécessaire. Aujourd'hui, si on continue à faire comme on faisait avant, on va faire moins, ça c'est sûr, et beaucoup moins, et qu'il faut accepter de se remettre en question en permanence et de repenser ces modes de fonctionnement. Je donne la parole à Axel. Merci beaucoup Valérie. Comme tu le disais, pour manager sa performance efficacement, ça démarre par une bonne analyse. Donc, une bonne analyse, c'est comprendre son business, et ça, quel que soit le niveau managérial. Donc, quand on parle d'analyse, on parle de data. Aujourd'hui, des data, on en a beaucoup à notre disposition, que ce soit des data clients, des data produits, des data équipes. Parfois, on a même des data qui sont erronées, comme par exemple quand on compte le trafic manuellement. Ce qui est important, c'est d'analyser toutes ces datas de manière efficace. Alors pour les analyser, une méthode, c'est la méthode des 5 pourquoi, qui va permettre d'identifier la cause racine d'une performance ou d'une sous-performance, et c'est avec cette cause racine qu'on va construire un plan d'action efficace. Donc c'est elle qui va nous permettre d'identifier des leviers. Pour identifier cette cause racine, notre recommandation chez RMS, c'est de ne pas simplement analyser la donnée, mais d'aller analyser 2 autres dimensions qui sont ce qu'on peut observer et ce qu'on peut entendre. Donc une fois que cette analyse est faite, ce qui va être intéressant, c'est de fixer des objectifs par rapport à des KPIs. Donc pour que ça fonctionne, les KPIs doivent être peu nombreux, doivent être faciles à suivre et surtout alignés à votre vision. Donc on peut prendre les cas de 2 grandes écoles qui sont Apple et une DNVB qui fonctionne très bien, Bonne Gueule. Les 2 KPIs principaux de ces marques sont le NPS client et le NPS collaborateur, et c'est complètement cohérent avec leur vision. Ensuite, l'idée est de fixer des objectifs. Donc de fixer des objectifs SMART. On va pas revenir sur la définition de ce qu'est un objectif SMART, mais des objectifs surtout qui soient macro et pas micro. Par exemple, si on parle de clienteling, on ne va pas demander à un collaborateur de contacter 40 clients par jour, mais on va plutôt lui demander d'avoir X clients présents à un event et X clients qui génèrent X cas de chiffre d'affaires. La manière dont on fixe les objectifs aussi va jouer. C'est important de les fixer en consultant ses équipes, en mode collaboratif, participatif, et que ça ne soit pas descendant. Et enfin, on le sait, le retail est un secteur qui évolue très vite. Ce qui va être important, c'est de réviser ces objectifs régulièrement tout au long des exercices. Et enfin, le plan d'action. Donc on a identifié la bonne cause racine, on a des objectifs qui ont été bien définis. Maintenant, pour que tout fonctionne, le plan d'action, lui aussi, doit être SMART. Donc pour qu'il soit SMART, si on le pense collectif, ça va être important de demander l'avis de l'équipe, donc de le concevoir de manière collaborative. Si le plan d'action se fait de manière individuelle, on va travailler avec une casquette de coach, c'est-à-dire faire réfléchir la personne qui va être le principal acteur de ce plan d'action sur ce qu'elle a envie de mettre en place, car souvent les meilleures idées ne viennent pas de nous, mais bien des personnes qui sont les premières concernées.
Alors si on parle de la manière de piloter la performance, nous on parle de l'animation de la performance. Et tout est une question de trouver la bonne mesure entre incitation à la performance et concentration sur les moyens. Pour mieux comprendre les travers des modes de management de la performance, nous avons imaginé une matrice construite sur 2 axes. Un axe de la performance la plus animée à la performance la plus constatée, et un axe d'un management plus participatif à un management plus directif. Il s'en dégage ainsi 4 clusters. L'efficace, le cool, le ralenti, on l'a appelé aussi inerte, et le risqué. Donc si on prend l'exemple du cluster qu'on a appelé efficace, qui est très fortement dans l'animation de la performance et très fortement dans le mode participatif, collaboratif, coaching, alors là, on va avoir un très fort engagement des équipes, on va avoir un très fort empowerment, on va être dans l'amélioration continue, on va avoir une organisation apprenante qui sera très créative. Mais en même temps, pour avoir une telle organisation qui fonctionne dans ce sens-là, il faut des équipes qui soient matures et qui soient adultes. Ce n'est pas une question d'âge, on parle de maturité. Parce que sinon, on va avoir beaucoup de revendications et on va avoir un mode de fonctionnement où on va aller chercher des leviers externes. Si on prend l'idée d'une organisation qui n'est pas dans l'animation de la performance, qui va être plutôt je constate la performance, et qui est beaucoup plus dans un mode participatif. Nous, on a appelé ce cluster les entreprises cool. Et là, en fait, finalement, on a des résultats qui vont dépendre du moteur interne de chacun. Il nous faut plutôt des profils intrapreneurs. Et dans ce cas-là, on pourra avoir des résultats. Mais ils seront éclectiques et on aura un faible niveau d'exigence. Si on prend l'autre cluster qui est dans un management plus directif et sur une performance moins animée, dans ce cas-là, on a un cluster qu'on a appelé plutôt inerte et qui va avoir des process qui seront bien respectés, mais par contre un appauvrissement de la valeur ajoutée des équipes, puisque ça va fonctionner très bien avec des équipes qui seront juniors et soumises et qu'on ne fera pas grandir. Dernier cluster qu'on appelle le cluster risqué, qui est sur une performance très animée avec un management très directif. Et là, on va avoir une énergie contagieuse. Mais ça va fonctionner qu'avec des équipes juniors, très nouvelles, qui fonctionnent uniquement au dépassement de soi. Là, par contre, on peut avoir des équipes qui vont avoir le sentiment d'une pression, on va avoir des faibles compétences, on va avoir de l'épuisement et beaucoup de turnover des équipes. Alors, où est-ce que vous vous situez, vous ? Est-ce que vous êtes plutôt sur une performance très animée, moins animée, sur un management plus directif, moins directif ? Là est l'enjeu aujourd'hui de la manière de manager la performance, au-delà de définir quelle est votre vision de la performance et quelle agilité vous voulez lui donner. Voilà pour la vision d'RMS du management de la performance en fonction des cultures d'entreprise. Et je remercie à nouveau Romain Guigné qui nous a accompagnés pour partager son point de vue et qui illustre très bien tous les enjeux aujourd'hui du management de la performance. Je remercie aussi Axel Petre qui est directrice associée du cabinet RMS. Merci. Voilà qui clôture ce que nous avions envie de dire avec Axel et Romain sur ce sujet. C'est la fin du 2e podcast RMS. J'espère que cette présentation vous a inspiré. Un grand merci à tous les auditeurs de ce podcast. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Romain Guigné qui nous a accueillis chez The Couples et qui a pris soin de nous présenter sa vision du management de la performance dans les maisons qu'il a traversées. Rendez-vous sur notre site www.retailmanagementservice.fr pour y lire le compte-rendu du débat qui a été fait avec 60 décideurs du retail présents ce soir et que nous n'enregistrons pas, évidemment, pour des questions de confidentialité. Je remercie aussi Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublissime album sur Spotify, YouTube et Instagram en tapant Aurélia Blue Inside, qui est le nom de son album. Et je précise qu'elle sera en concert le 6 juin prochain aux Zèbres de Belleville à Paris. Suivez aussi nos news RMS sur Instagram en tapant rms.talent.consulting, sur LinkedIn et Facebook en tapant Retail Management Service. Merci pour votre attention et à bientôt pour de prochaines news retail.